Alors, évidemment, le champ magnétique, c'est important. Pourquoi? Le champ magnétique terrestre nous protège des radiations du soleil. Nous protège des radiations du soleil. Hein. Le soleil, comme je dis toujours, c'est un ami qui nous veut du mal. Hein. Il envoie tout un tas de mauvaises radiations et on a de la chance, ce champ magnétique va faire dévier les radiations au pôle nord terrestre et ressortir au pôle sud terrestre. Tant pis pour les ours et les pingouins, mais nous au moins, on est à peu près protégés. Alors on peut se dire, eh bien, si le champ magnétique terrestre s'inverse, pendant la période où il s'inverse, il n'y aura plus de champ magnétique, on sera plus protégé. Faux, parce qu'on sait que le champ magnétique ne peut pas disparaître comme ça, même en période d'inversion, il y a, comme vous voyez en bas là, même en période d'inversion, il y a un champ magnétique, je veux dire même il y a des champs magnétiques, c'est-à-dire il y aura plusieurs pôles nord et plusieurs pôles sud, qui nous protégeront quand même, et de toute façon, l'atmosphère est une de nos principales protections aussi. Pour information, le champ magnétique terrestre s'inverse en gros tous les 500 000 ans. Donc vous voyez que ça s'est produit souvent dans le passé. Pardon. Voilà. Celui du Soleil, par exemple, le champ magnétique du Soleil s'inverse tous les 11 ans, hein, il suit son cycle, hein, tous les 11 ans. Alors, une supernova va exploser près de nous. Bon, ben, c'est pas correct non plus, parce que une supernova, pour qui ne savent pas, c'est une étoile très massive, en fin de vie. À la fin de sa vie, quand elle a consommé tout son carburant, elle fait une explosion extraordinaire. Hein, comme vous voyez à droite, là, la nébuleuse du Crabe, qui est le reste d'une supernova. Alors, pour que cette explosion ait une quelconque influence sur Terre, il faudrait qu'elle soit très près de nous et dirigée dans notre direction. Or, les supernovas, c'est quand même des événements très rares. En moyenne, une supernova par galaxie et par siècle. Hein, vous voyez, ça ne se produit pas souvent. Hein. Tycho Brahe, il a eu beaucoup de chance de voir une supernova. Hein, parce que... Bon, alors, est-ce qu'il y a des supernovas proches de nous ce 21 décembre? Non. Qui pourraient, donc pas de chance, on ne va pas mourir avec une supernova. Un sursaut gamma à proximité. Alors, un sursaut gamma, c'est encore plus violent qu'une supernova. Et donc, ça veut dire qu'il peut être encore un peu plus loin pour qu'on ait une influence destructive sur Terre. Il semblerait qu'il y en ait un petit peu partout dans l'univers, mais il n'y a pas de sursaut d'étoiles pouvant provoquer un sursaut gamma dans notre univers proche. Bon, ben, un trou noir va nous avaler. Ah, ça serait intéressant. Parce qu'il y aurait plein de trous noirs. Alors, bon, les trous noirs, qu'est-ce que c'est les trous noirs aussi? Je continue la mort de mon étoile supernova, elle a explosé, mais il y a des étoiles qui sont tellement massives qu'une fois qu'elles ont explosé, toute la masse de la matière est tellement concentrée que la lumière ne peut même pas s'y échapper, c'est ce qu'on appelle un trou noir. Okay, hein. C'est-à-dire que la lumière, elle essaye de sortir, elle retourne dans l'étoile, hein, on ne voit pas. Donc c'est des objets très petits et très massifs, d'accord? Et alors on s'aperçoit que dans chaque galaxie, et ben, au centre de chaque galaxie, il y a un immense trou noir aussi. C'est ce qu'on appelle les trous noirs supermassifs. Le premier trou noir dont je vous ai parlé, c'est un trou noir stellaire, c'est-à-dire qui correspond à la mort d'une étoile. Donc c'est un trou noir supermassif au centre de chaque galaxie. Et il semble que ces trous noirs supermassifs soient absolument nécessaires à la formation des galaxies. C'est les nouvelles théories actuelles. On travaille beaucoup dans ce sens-là. Et comment prouver qu'il existe un trou noir? On ne le voit pas, par principe, hein, d'accord? Comment prouver qu'on peut voir un trou noir? Ben, on ne peut pas voir un trou noir. Hein? On ne peut pas voir un trou noir. Salut. Mais on peut voir ses effets sur la matière environnante. Et alors, regardez le petit film que vous voyez en bas, là à droite, ce n'est pas une animation.
je le dis à chaque fois, j'adore ce film, ce n'est pas une animation, c'est la mesure pendant 15 ans, relevée par des astronomes, d'étoiles qui tournent autour de quelque chose au centre de notre galaxie. Est-ce que vous avez tous compris tous les mots que je viens de dire? Ce n'est pas une animation, c'est la réalité. On a étudié donc le parcours, l'orbite d'étoiles pendant une quinzaine d'années. Vous voyez là la date, hein, en fonction des dates d'observation, et on s'est aperçu que toutes ces étoiles tournaient autour de quelque chose qu'on ne voit pas. Et dont on peut calculer la masse, parce que quand on connaît l'orbite, les lois de Kepler nous disent qu'on peut calculer la masse. On s'est aperçu que là, il y a quelque chose qu'on ne voit pas et qui fait 2 à 3 millions de fois la masse du Soleil. C'est quoi? Ben, c'est notre trou noir à nous. C'est le nôtre. D'accord? C'est le trou noir central de notre galaxie. Regardez bien ce petit film, c'est extraordinaire. Alors, bon, c'est pas ce trou noir qui va nous avaler, hein, bien entendu, il est gentil celui-là. Bon, il se trouve qu'il existe en plus de cela, de ces deux catégories de trous noirs, des trous noirs errants. Oui, comme Lucky Luke, hein, un cow-boy errant. Il existe des trous noirs errants, mais qui sont peut-être des trous noirs éjectés par des galaxies qui se sont entrechoquées, mais il n'y en a pas. A priori, il n'y en a pas dans notre environnement, donc on ne sera pas avalé par un trou noir, je suis désolé. Qu'est-ce que j'ai mis là? Le seul trou noir dangereux pour la planète, c'est celui de la bêtise et de l'ignorance. Effectivement. Voilà. Et évidemment, il y a le trou noir de la sécurité sociale. Ça, c'est beaucoup plus dangereux. Voilà. Alors, dormez, bonnes gens, il ne va rien se passer ce 21 décembre. Par contre, je peux vous prédire, moi, l'apocalypse dans quelques milliards d'années. Hein, parce qu'effectivement, notre Soleil a une durée de vie limitée. Hein, en gros, 5 milliards d'années. Alors vous allez vous dire, oh, on a 5 milliards d'années, ça peut attendre. On n'a pas 5 milliards d'années, on a 1 milliard d'années. Alors vous me direz, c'est pas trop mal. Hein. Pourquoi? Parce que tous les 100 millions d'années, la luminosité du Soleil augmente de 1%. C'est pas énorme, hein, puisque le Soleil il se transforme aussi, il augmente de 1%. Donc ça veut dire qu'au bout d'1 milliard d'années, on aura 10% de plus de luminosité du Soleil. C'est trop. Les océans vont s'évaporer, la température sur Terre va être infernale, et les hommes, tout le monde va disparaître. Donc au bout d'1 milliard d'années, on va disparaître. Donc je vous conseille de prendre un ticket pour Mars avant 1 milliard d'années. À ce moment-là, les illuminés qui prédisent la fin du monde auront raison. Alors maintenant, je vais parler un petit peu du calendrier. Est-ce que c'est clair? Donc vous êtes rassurés? On ne va pas mourir, hein. Au moins pas apocalyptiquement. Alors, calendrier, vous allez voir, on va s'amuser. Alors, je vous ai mis le calendrier de 44, vous devez deviner pourquoi. C'est comme ça que je me suis aperçu que j'étais né un dimanche. Calendrier, ça vient de calendae, les calendes, hein, on met ça au calende grec. Hein. C'était le premier jour du mois chez les Romains. En fait, c'était le jour de paiement des dettes. Alors, l'histoire du calendrier, qu'est-ce qu'on remarque? En fait, c'est un recueil de la mythologie, d'histoire, d'astronomie. On va faire un petit voyage dans le temps. Déjà, pourquoi 24 heures, 60 minutes, 60 secondes? Pourquoi? On prend ça pour acquis, mais on aimerait bien savoir pourquoi. Eh bien, tout ça, ça vient de Babylone, la Mésopotamie. Les Babyloniens séparaient la journée en 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Mais en plus, ces heures n'étaient pas égales. Hein. La nuit, il y avait une étoile qui se levait, en gros, toutes les heures. C'était l'heure de l'étoile X, l'heure de l'étoile Y. Bref, il y avait 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Et ensuite, ils divisèrent chaque heure en 60 minutes. Pourquoi 60? Eh bien, je vais vous expliquer après. Mais 60, en fait, c'est 12 fois 5. Les 5 doigts de la main. Et puis, ça va être repris par les Égyptiens et les Grecs. Alors, comment on mesurait l'heure à l'époque? Pendant la journée, à l'aide d'un cadran solaire, hein,
La nuit, il y avait le nocturlabe, mais surtout la clepsydre. La clepsydre, ça veut dire qui vole l'eau. Clepsydre, kleptomane. Hein, vous pensez kleptomane, hein, ça veut dire voler. Clepsydre, voler l'eau. Hein. Donc, avec ça, on pouvait arriver à la calibrer et à faire une horloge relativement décente. Ils avaient trouvé même des tas d'astuces. Bon, alors, je reviens aux 60 minutes. L'origine de la base 60, donc c'est babylonien. Babylone, c'est, vous savez, là où les Américains ont tout détruit, en Irak, c'est là. C'est en Mésopotamie. Mésopotamie, ça veut dire entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, que vous voyez sur la carte. Alors 60, les Babyloniens, ils ne savaient pas bien parfaitement écrire, faire toutes les opérations de calcul. Par contre, ils savaient diviser. Or, il se trouve que 60 permet d'avoir de nombreux diviseurs. 60 est divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 et 30. Ce qui était formidable pour les calculs, et les calculs qu'ils représentaient dans ces petites tablettes d'argile en écriture cunéiforme. Cunéiforme, ça veut dire en forme de coin ou en forme de clou. Hein. Voilà par exemple les chiffres de 1 à 59 utilisés par les Babyloniens. Donc ça, on a l'explication des 24 et des 60. Maintenant, les jours. Alors, les jours sont d'origine latine, germanique ou nordique. Il se trouve qu'à l'époque de nos glorieux ancêtres, on ne connaissait que 7 corps dans le ciel. Et ces 7 corps, eh bien, à ces 7 corps, on va faire correspondre un jour de la semaine. Alors, le lundi, qu'est-ce qui sait ce que c'est le lundi? La lune. La lune. Le mardi? Mars. Le mercredi? Mercure. Jeudi? Jupiter. Vendredi? Vénus. Samedi? Dimanche? Ah, d'accord. Alors, on va voir. Alors, je reprends. Lundi, évidemment, c'est Luna Dies, la lune. En anglais, on le trouve beaucoup plus facilement, c'est Monday, hein, Monday. Montag en allemand. Hein. Mardi, c'est Mars. Alors, dans les langues anglo-saxonnes, c'est un peu différent parce que c'est Thu, le dieu germanique de la guerre, ça fait Tuesday. Pourquoi ça fait Dienstag en allemand, je ne sais pas. Mercredi, Mercure, hein, bon, Jupiter. Vendredi vient de Vénus. Alors, en anglais, c'est Friday parce que c'est plutôt Frida. Frida, c'est la Vénus germanique, ça fait Friday, le jour de Frida. C'est de là aussi que vient le mot friend, hein, amitié ou amour au sens large. Saturne, samedi, Saturday, en anglais c'est clair, hein, Saturday, le Day of Saturn, hein. En français aussi. En allemand, c'est un peu différent parce que Samstag, en fait, ça ne veut pas dire Saturnstag, ça veut dire Shabbattag, le jour du sabbat, en allemand. Et dimanche. Alors, dimanche, ben, quel est le 7e corps qu'il y a dans le ciel? C'est le soleil, hein, vous avez oublié. Donc, dimanche, c'est le jour du soleil. Ben alors, où est-ce qu'on trouve soleil dans dimanche? Ah là, j'ai toujours un grand succès, là, parce qu'il n'y a personne qui lève le main. Avec le I, les mots ils sont à l'envers, parce que... Non. Non, c'est impossible à trouver. Ça vient du latin. Originellement, on disait solis dies, c'est-à-dire en latin le jour du soleil. Mais les cathos ont baptisé ça Dominicus dies, jour du Seigneur. Dominicus dies, ça fait dimanche. Voilà. Alors, la semaine, maintenant. Maintenant, on a les 24 heures, on a les 60 minutes, on a les jours, puis on définit la semaine. La semaine, en latin, c'est septimania. Septi, ça veut dire 7. Un groupe de 7 jours. Pourquoi 7 jours? Alors là, on ne sait pas bien.
Mais l'explication la plus logique, c'est que 7 jours, c'est un quart de la lunaison. Alors voilà. Alors il y en a d'autres qui pensent que ça vient de la Bible, parce que Dieu créa le monde en 6 jours et se reposa le 7e. Bon, je laisse ça à votre sagacité. Voilà. Les mois, maintenant donc, on a fait les heures, les minutes, les jours, les semaines, les mois. Pourquoi 12 mois? Oups. Top. Voilà, qu'est-ce que je fais? Alors là, c'est les Romains. Vous voyez, l'Empire romain, d'ailleurs, qui s'étendait énormément en Europe. On a longtemps été romains. Alors, les mois. Pour les Romains, le dieu le plus important, c'est le dieu de la guerre, c'est Mars. Le dieu du sang, Mars. C'est pour ça qu'on appelle ça la planète rouge, aussi. Ça sera donc, un mois sera dédié à Mars. Ce sera le mois de mars. Alors, à l'époque des Romains, en fait, la plupart des mois avaient un numéro. On disait on disait pas juillet, on disait, bon, vous allez voir, les numéros. Je ne vais pas vous dire tout de suite. Mais évidemment, il y avait quelques exceptions, qui étaient avril, en l'honneur d'Apollon, mai, en l'honneur d'un autre nom de Jupiter, juin, en l'honneur de Junon, l'épouse de Jupiter, si bien que on avait à la suite, le 5e mois, c'était Quintilis, Quinte, le 5e, Sextilis, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc voilà la dénomination qui est restée pour les 4 derniers mois de l'année. Septembre, octobre, novembre, décembre. Mais dites-moi, septembre c'est le 9e mois. Octobre c'est le 10e mois. Comment se fait-ce? Il n'y avait pas janvier, février. Ouais. En fait, l'année commençait pour les Romains au mois de mars, hein, le 3e mois. Hein. Donc si l'année commence au mois de mars, hein, c'est normal que septembre soit le 7e mois. D'accord? Donc on a déjà nos explications. Hein. Vous pouvez vous vanter auprès de vos petits copains, dire pourquoi septembre c'est le 7, et alors que c'est le 9e mois. Hein. Mais il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Hein, ça. Donc il faut maintenant s'intéresser à la valeur d'une année. Ça va, votre téléchoc encore un quart d'heure, ça marche? Dans l'ancienne Rome, l'année comptait 10 mois, hein, qu'on a vu, hein, donc les 10 mois, de durée 30 ou 31 jours. Alors ça fait 304 jours. C'est pas beaucoup pour une année qui en fait 365. Alors, bon, les Romains, ils n'étaient pas bêtes, hein. Ils rajoutaient autant de jours qu'il fallait pour égaler l'année solaire, et ils transformaient ces jours en mois supplémentaires. Alors, il y a un mois supplémentaire qui s'est appelé en l'honneur de Janus. Bon, vous avez tous compris que ça allait donner le mois de janvier, January en anglais, hein, et il fut placé en tête de l'année. Alors bon, je ne sais pas pourquoi. Hein. Puis après les jours qu'on a rajoutés, on les a groupés dans un 2e mois qu'on a appelé Februarius, mois de 28 jours, en l'honneur de Fébro, le dieu des morts, qui a donné d'ailleurs en anglais fever, hein, la fièvre. Hein. L'année était maintenant de... Donc février, vous voyez, c'est l'époque de la chandeleur, c'est pour ça que j'ai mis les crêpes. Hein. L'année était maintenant de 355 jours, c'est pas mal, mais il manque encore 10 jours. D'accord? Alors, bon, je le répète, les Romains n'étaient pas bêtes, tous les 3 ans, ils ajoutaient un mois supplémentaire de 30 ou 31 jours, si bien qu'on tombait à 366 jours. C'est un petit peu trop. Or, l'année est de 365, un quart. D'accord? Donc, aussi bien qu'au cours du temps, en 46 avant Jésus-Christ, on avait 3 mois d'avance. Alors là, il y a un bonhomme à l'époque, que vous connaissez tous, qui a pris une décision. C'était Jules César. Jules César, à l'aide d'un astronome grec d'Égypte, décide de mettre un terme au désordre du calendrier et
il établit la règle du cycle de 4 ans avec les années bissextiles. C'est ce qu'on appelle le calendrier julien, dont notre calendrier actuel est issu à 99%. Alors, comment ça se passait? Il y avait 3 années de 365 jours qui étaient suivies d'une année de 366 jours qu'on appelait l'année bissextile. Alors moi j'ai longtemps cru que bissextile, ça s'appelait bissextile parce qu'il y avait 2 6 dans l'année, hein, bisex, 2 6. Eh bien c'est pas ça. Pas de chance, c'est pas ça. C'est parce que en latin, on doublait le 6e jour avant les calendes de mars. Les calendes, vous savez que c'est le premier jour du mois de mars, hein, le premier jour. Bis sextilis ante calendas martias